Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Smarter. Inch'Allah, aujourd'hui, on va résumer en deux parties, donc il y aura deux vidéos. Un article qui a été écrit par le frère Asadullah Ali Al-Andalusi, qui est un converti d'origine portoricaine, qui a un master en philosophie de l'Université islamique de Malaisie et qui prépare un doctorat en Islamic Studies dans l'Université de Malaya. Et le sujet de son doctorat, c'est les liens entre la pensée de Daesh et la pensée, on va dire, d'une partie des athées occidentaux. Il dit qu'en fait, ils réfléchissent pareil. En fait. Donc c'est assez intéressant. Alors l'article dont on va parler n'a pas grand-chose à voir avec ça. Le titre original, The Structure of Scientific Productivity in Islamic Civilization, Orientalists' Fables. Donc je l'ai traduit de la sorte. La structure de la productivité scientifique dans la civilisation islamique, fable d'orientaliste. Alors, je vais détailler au fur et à mesure les différents sujets qui seront abordés. La première partie, ça va être globalement sur comment la science est vue dans le monde musulman, comment la science est de manière générale. On va parler et de l'approche islamique et de ce qu'est réellement la science et pas ce qu'en disent les scientistes ou les athées. Et dans la seconde vidéo, on parlera spécifiquement du cas de l'imam Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, parce qu'elle était énormément malmenée par des historiens occidentaux de la science qui ont dit que c'est lui qui a détruit l'âge d'or musulman, qui a enlevé la rationalité dans la civilisation islamique, etc. Donc bon, il n'y a pas grand-chose de vrai là-dedans, mais c'est vrai que c'est des stéréotypes qu'on voit assez souvent, et donc on va essayer un petit peu de les casser à travers... on va voir un petit peu les attaques qu'ils ont pour lui, et qu'est-ce que dit réellement l'imam sur ces différents sujets. Ce qui est important pour démarrer, c'est de pouvoir définir les termes du sujet. Et le premier terme qu'on va définir, c'est le terme science. On va prendre la définition donc, qui a été rapportée par Asadullah d'un philosophe des sciences, donc musulman turc, qui s'appelle Alparslan Ashik Genç. Il est très intéressant parce que il a beaucoup travaillé sur comment se construit une tradition scientifique, et il a beaucoup travaillé aussi sur ce qui fait de la tradition scientifique de l'islam une tradition spéciale et qui a une histoire, on va dire, qui lui est réservée. Et il a fait des articles et des livres assez intéressants, dont certains sont publiés en anglais, et peut-être qu'Inch'Allah, je ferai des résumés de ces bouquins un peu plus tard. Donc, dans son livre qui s'appelle Scientific Tradition in Islamic History, il donne 4 caractéristiques que toute science doit avoir pour être considérée comme science. Le premier, c'est qu'elle doit avoir un objet d'étude. Alors, on peut dire par exemple que l'objet d'étude de la sociologie, c'est les hommes. C'est un petit peu aussi l'objet d'étude de la psychologie. Et donc, si l'objet d'étude de la psychologie, c'est les hommes, ça ne peut pas en même temps être les relations, je dirais, entre les atomes, je sais pas moi, dans la production du lait. Vous voyez ce que je veux dire? On peut parler que de ce qu'on avait dit qu'on parlerait. Vous voyez? C'est-à-dire que si je suis sociologue, je parle de la relation et des interactions que les hommes ont entre eux. Je ne parle pas de sujets qui n'ont rien à voir avec mon objet d'étude et forcément je les exclus. Donc ça c'est très important parce que ça évite d'avoir des sortes de sciences qui vont parler de tout mais sans avoir en fait un objectif donné et donc ça va finir dans du gloubi-glouba philosophique qui n'a pas grand sens. Le second point c'est une méthode. Alors c'est évident que lorsqu'on a trouvé ce sur quoi on va travailler, donc les hommes par exemple, il faut avoir une méthode d'analyse. Par exemple, les psychologues vont faire des expériences, surtout en psychologie sociale, alors que les sociologues vont plutôt faire des choses comme des entretiens, des interviews, des sondages, si on parle sur une échelle beaucoup plus large. Ils vont avoir des méthodes différentes, mais vous avez vu qu'ils ont le même objet d'étude. Mais c'est la méthode qui les rend différents. Vous avez ensuite la théorie. La théorie va faire sens de toutes les données disponibles, et à partir de toutes ces données, elle va construire quelque chose de cohérent qui permet de comprendre en fait des choses qu'on va rajouter. Exemple, vous avez une théorie que les humains sont relativement solidaires entre eux. Et bah s'il y a un peuple que vous n'avez jamais vu,
vous allez supposer que eux aussi sont relativement solidaires entre eux à partir des expériences et des théories que vous aviez formulées au préalable sur d'autres peuples que vous connaissez ou auxquels vous avez eu accès grâce à vos expériences et vos recherches. Donc ça, c'est une théorie. Et les théories, bien évidemment, elles sont provisoires. Hein. Au début, on pensait que la Terre était au centre de l'univers. Ensuite, on s'est rendu compte que c'était le Soleil qui était au centre. Donc la théorie était provisoire, elle répondait à des problèmes de l'époque, et ensuite, elle a été renversée par une autre théorie, parce qu'elle avait trop d'anomalies, et qu'une théorie plus simple répondait à beaucoup plus de problèmes. Et le dernier point, c'est la tradition. Donc une tradition, c'est surtout lié au vocabulaire, c'est-à-dire qu'il faut être capable de nommer les choses avec sa science. Un exemple, le mot habitus, qui est le fait de prendre un comportement et de l'intérioriser. L'habitus, c'est un mot qui a été créé par Pierre Bourdieu, qui est un sociologue, et c'est un mot aujourd'hui qui est extrêmement commun dans le vocabulaire des sociologues. Et même dans la vie de tous les jours, des gens un peu cultivés vont utiliser le mot habitus. Mais c'est un mot qui, à la base, est un mot sociologique. Et donc qui est utilisé pour répondre à des problématiques des sociologues. Mais lorsqu'on l'utilise, on revient à cette science-là, même si nous-mêmes, nous ne sommes pas sociologues. Et c'est ce vocabulaire et cette organisation du savoir, les systèmes de superstructure, etc., qui a créé la sociologie en tant que domaine à part entière, plutôt qu'un domaine accroché, je sais pas moi, par exemple, à la philosophie. Et donc, ça permettra ensuite de créer ce qu'ils appellent une communauté scientifique, donc une communauté de gens qui parlent le même langage et qui cherchent avec les mêmes méthodes sur un même objet d'étude et qui construisent différentes théories. Donc voilà plus ou moins une définition de la science en espérant qu'elle soit claire pour tout le monde. Alors malgré ça, la science, elle n'est pas obligée d'obéir à cette définition qui est quand même, bon, un peu normative, un peu complexe. Alors notamment, vous avez Ziauddin Sardar, qui est un philosophe dont on va reparler plus tard, parce qu'il y a, sur les concepts islamiques scientifiques, il a, lors d'une conférence, il a sorti un petit peu 10 concepts clés, donc on les verra plus tard. Il a parlé en fait de l'aspect culturel de la science, et qu'en fait, en soi, la science, elle suit des logiques, on va dire, d'observation, d'expérimentation, de déduction, mais en aucun cas ce qu'ils disent, il n'y a pas de valeur sous-jacente, il n'y a pas de culture derrière, il n'y a pas d'a priori idéologique. Toujours, vous vous rappelez, on a objet d'étude, on a méthode, on a théorie. Et bah ça surtout à ce niveau-là, même si en fait à tous les niveaux, hein, surtout à ce niveau-là, il y a des gros présupposés idéologiques. Et le grand philosophe des sciences, Thomas Kuhn, qui est peut-être le plus grand de tous, parmi les philosophes des sciences qui ont marqué l'histoire de la science et de comment on réfléchit la méthode scientifique, c'est lui d'ailleurs qui a inventé le terme paradigme, hein, si vous ne le saviez pas. Alors Thomas Kuhn explique dans son livre très connu qui s'appelle La structure des révolutions scientifiques que les expériences qu'on va vivre, chacun, elles vont différer suivant qui on est alors qu'on voit la même chose. Un exemple, on regarde tous les deux dans la même direction au même moment. On se dit que les deux personnes voient la même chose. Et que si on aurait pu mettre leurs yeux exactement au même point, ils auraient vu exactement la même chose. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, on ne voit pas de stimuli en soi. Ce qu'on voit, comment l'expliquer? En fait, on voit quelque chose, mais à travers des filtres. À travers des filtres qui sont vraiment du domaine de la connaissance et du domaine de l'abstrait. C'est pas juste on voit la chose, alors, c'est pas je jette l'objet donc il tombe. En fait, c'est plus compliqué que ça. Et ici, t'as un exemple qui est assez intéressant. C'est que le fait d'être daltonien, donc le fait de pas voir les couleurs de la bonne manière, ça a été découvert par quelqu'un qui s'appelle John Dalton, donc, en 1794, mais que avant que John Dalton le découvre, ça n'existait pas. Mais en fait, ça existait. Mais c'est que vu que les gens ne voyaient pas le même stimuli, celui qui était daltonien ne s'est jamais dit je suis daltonien. Je vois différemment les autres, parce qu'ils se sont jamais posé la question. Donc vous voyez que dès le départ, c'est un a priori idéologique qui permet de se dire ah, mais peut-être que si je demande à quelqu'un comment il voit les couleurs et qu'il les voit différemment de moi, c'est peut-être que j'ai un symptôme d'une maladie ou de quelque chose. Mais ça, vous pouvez pas le deviner a priori. Et donc vous voyez bien que la science en soi, elle peut pas deviner sans construire des théories qui sont construites sur des connaissances, sur des a priori, sur une culture, sur une vision du monde, et on peut jamais, je dirais, sortir de ça et dire voilà, en fait les faits
voilà les faits, j'explique juste les faits. En fait, non. Il y a des idées, il y a des coutumes, il y a des comportements sociaux, et chaque civilisation a sa manière de voir les choses. Et donc, il y a une vision islamique de voir les choses, comme il y a une vision, je dirais, sécularisée de voir les choses. Alors là, à l'écran, vous avez un schéma qui explique un concept phare que Assadullah propose dans son article, c'est de remplacer les termes, je dirais, d'apogée et de déclin par les termes de productivité et de dépendance. Alors j'ai expliqué pourquoi il veut changer cette manière de voir les choses et qu'est-ce que signifie ce schéma qui peut paraître un peu barbare. Donc, ce qu'il explique, c'est que lorsqu'on dit que la science euh, augmente ou décline, c'est un petit peu anachronistique, ou anachronique plutôt. Parce que on penserait que dans le monde musulman, la science n'existe plus ou est presque totalement détruite, ce qui n'est pas le cas. Parce que on a des iPhones, on a les dernières avancées médicales sont disponibles dans la plupart des pays du monde musulman. C'est juste que ce ne sont pas les musulmans qui les produisent. Et donc, comme le définit Georges Saliba, dont on va beaucoup parler aussi, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Islamic Science and the Making of European Renaissance. Donc c'est la science islamique et la construction de la Renaissance européenne. Il explique que plutôt que d'utiliser les mots déclin et augmentation, etc., le mot qui serait bien pour définir une augmentation, ce serait le terme productivité, parce que on devient quelqu'un qui produit de la science et qui produit des idées scientifiques. Et l'autre, ce serait plutôt le terme de dépendance, parce qu'on ne produit pas des idées scientifiques, on les consomme. Et donc on est dans une posture passive. Et ce seraient des termes moins connotés, qui feraient moins, je dirais, charlatan, parce que c'est vrai que baisse et hausse juste comme ça, on dirait que ça baisse depuis tellement longtemps la science dans le monde musulman, on doit vivre, enfin, on doit être à l'époque des cavernes, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais ce qui est important d'expliquer ici, c'est que les âges de productivité et les âges de dépendance, ils sont travaillés par deux types d'influences. Vous avez les influences externes et les influences internes. On va commencer par les influences internes. Alors les influences internes, c'est relativement simple. C'est les, la culture, les institutions présentes, euh, l'argent que donne l'État, les universités, les bibliothèques, qui permettent à la science de se développer dans cette civilisation. Donc c'est des choses qui sont internes à cette civilisation et ça ne vient pas de l'extérieur. D'accord? Donc c'est plus ou moins clair. Dans l'autre sens, vous avez les influences externes. Par exemple, ce sont des choses comme des guerres, une forte croissance économique ou une récession, des catastrophes naturelles, des maladies, je dirais, contagieuses qui se développent dans la population, type la peste, des choses comme ça. Et donc, ce sont des choses qui jouent énormément sur la production scientifique d'une civilisation, mais ce n'est pas de son propre chef et c'est lié à, je dirais, des influences extérieures sur lesquelles elle n'a pas toujours la main mise. Alors maintenant qu'on a plus ou moins expliqué les grandes théories et défini un petit peu les termes importants, on va directement entrer dans le vif du sujet avec la grande thèse qui a été défendue par les orientalistes depuis de nombreux siècles, qui est en gros, en fait ils ont donné une raison à pourquoi les musulmans ont produit de la science. On voulait comprendre pourquoi des gens aussi barbares du désert, qui ne comprennent rien, ont pu faire autant au niveau scientifique, en astronomie, en optique, etc. Alors, ils ont une théorie toute prête. Et donc, Georges Saliba, justement, qui va déconstruire cette théorie, d'abord essaye de l'expliquer pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Alors, ce qu'il dit, c'est que on pense qu'au départ, la civilisation islamique, c'était une civilisation déserte, qui n'avait rien à voir avec la vie urbaine, qui ne pouvait jamais se développer dans les sciences, et qu'elle ne s'est développée que elle a été mise en contact avec des civilisations plus anciennes, mais plus avancées dans la science. Donc les civilisations byzantines et sassanides, elles étaient antérieures à la civilisation arabe, mais en quelque sorte, elles étaient plus anciennes mais meilleures. Les civilisations indiennes aussi. Et donc elles avaient une antiquité incroyable à faire partager à
civilisation qui était plus nouvelle, mais beaucoup plus bête. Et cette vitalité qui venait de ces pays-là n'a jamais pu exister dans le monde arabe. Alors ce qui est très drôle, c'est que il y a une approche qu'ont pris les musulmans au début, surtout au temps des Omeyyades et début des Abbassides, qu'on oublie un petit peu lorsqu'on a cette théorie très très marrante qui paraît tout à fait logique. C'est que à un moment donné, il faut réfléchir au fait de je vais traduire et m'approprier tous ces ouvrages et toute cette littérature dans ma langue. Si je me considère au-dessus, ou si je suis trop bête, à quel moment je vais vouloir traduire ces livres-là? Je vais jamais traduire les Grecs, les Perses, les Indiens, si je me considère au-dessus d'eux, ou si je suis trop bête pour comprendre qu'ils sont meilleurs que moi et que donc je devrais les traduire. La traduction, c'est d'abord une envie de traduire. Et donc forcément, si j'ai envie de traduire tel livre, c'est que je considère que la pensée scientifique est importante pour ma civilisation et que pour la développer, je dois traduire tel livre. Et donc, cette approche-là, elle nous fait comprendre de manière plus claire que la traduction, c'est pas juste passif. La traduction, c'est quelque chose d'extrêmement actif. Si je traduis, c'est que je considère que j'ai besoin de ces textes pour enrichir ma vision du monde et pour enrichir ma gestion de l'empire, si on parle d'une approche plus politique. Et donc, cet âge d'or de l'islam, il a commencé par une traduction, et cette traduction, elle est construite dès le départ. Parce que cette traduction, elle est voulue comme objectif. Je veux traduire pour prendre et récupérer tous ces joyaux des autres civilisations pour les faire entrer dans la mienne. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils expliquent que c'est, comme on va le voir dans la seconde partie, la seconde vidéo, que c'est Abu Hamid Ghazali, parce qu'il était orthodoxe, parce que c'était un théologien qui a détruit la science dans le monde musulman, etc. Alors qu'en vrai, il n'a aucun rapport avec tout ça. Et que la science a réussi dans le monde musulman parce qu'elle était éloignée de l'orthodoxie du dogme. Et que quand elle s'est rapprochée de la aqidah des salafs, si on veut, elle s'est éloignée de la science. Et on va voir en réalité que c'est extrêmement loin de la réalité. Mais en fait, Saliba explique qu'en fait, il projette l'histoire de l'Église entre le combat entre l'orthodoxie religieuse et la rationalité, et il projette ça sur l'histoire de l'islam. Et en fait, dès qu'il trouve des petits trucs de rationalité, on va voir tout à l'heure les Mu'tazilites, etc., ils vont dire, voilà, bah, c'est eux la science, et eux, c'était l'obscurantisme, et eux, ils ont gagné, donc après, plus de science. Vous voyez? C'est cette vision-là un peu qu'ils ont, qui est extrêmement raffinée, hein, vous pouvez l'imaginer. Et donc, en gros, hein, c'est simple, tout ce qui était scientifique, c'était contre les musulmans, que ça s'est fait. Donc, je parle dans la civilisation islamique, et que les valeurs islamiques n'ont rien à faire dans la construction et l'essor de la science dans cette civilisation. Par contre, c'est bien les valeurs islamiques qui ont permis le déclin de la science dans le monde musulman. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée, hein, je pense que c'est à peu près clair maintenant. En gros, l'islam, c'est n'importe quoi. Dès qu'il y a l'islam, c'est mal, mais dès qu'il part, c'est bien. Et comme on va le voir tout de suite, Georges Saliba explique que c'est pas une approche où, comme par hasard, on est tombé sur les Grecs et puis on s'est dit ah, on va prendre les Grecs parce que ils sont bien et puis c'était contraire aux valeurs islamiques. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est justement une approche. En fait, les musulmans ont une approche très pragmatique. Et dès le départ, c'est les besoins de la jeune communauté musulmane qui ont rendu nécessaire ces traductions. Et c'est pas, comme vous allez voir tout à l'heure, je vais l'expliquer juste après, un rêve du calife Al-Ma'moun qui a dit je vais récupérer les Grecs, il faut que je traduise Aristote, et qui croit avoir vu Aristote dans ses rêves qui lui a dit traduis ma science ou je ne sais quoi. Alors la première critique de Saliba, elle est sur cette théorie qu'on connaît tous, que celui qui a amené la science et les traductions et Bayt al-Hikmah et tout ça dans le monde musulman, c'est donc le calife abbasside, Abu Ja'far Abdullah al-Ma'moun ibn Harun al-Rashid, donc le fils de Harun al-Rashid qui s'appelle al-Ma'moun. Et que lui, en gros, alors l'histoire, alors il y a un livre qui s'appelle Al-Fihrist, et qui est un livre qui a été écrit par un historien musulman perse, dans lequel il raconte en fait cette histoire et que Al-Ma'moun, plus ou moins, a rencontré dans un rêve Aristote, et
Aristote lui a dit, il faut que tu commences ces traductions, etc. Même si, bon, c'est un truc qui est presque faux. Enfin, vous savez, chez nous, on a les termes mawdou', da'if, en gros, faible. Il a toujours été utilisé par ceux qui croient dans cette théorie classique, cette théorie historique de c'est le Ma'moun qui a tout fait, c'est les Mu'tazili. Et ben, ils continuent à l'utiliser malgré tout parce que ça rentre dans leur vision de ce qui a permis à l'islam de faire des avancées scientifiques. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand il explique cette histoire, donc l'historien qui raconte cette histoire donc au Xe siècle, qui s'appelle An-Nazim, celui qui a écrit ce livre-là, il explique qu'en fait, euh, les Byzantins ne traduisaient pas les textes anciens qu'ils possédaient, qui étaient écrits en grec, donc les textes des philosophes grecs anciens, des géographes, etc., parce qu'ils considéraient que c'était contraire à la doctrine de l'Église. Et que jusqu'à ce que les musulmans soient arrivés, ils continuent à avoir cette position. Donc c'est ce que raconte An-Nazim. Et en fait, les musulmans, s'ils sont venus récupérer ces textes et qu'ils les ont traduits, c'est pas parce que les Byzantins leur ont dit, regardez ces textes de science, on les aime, traduisez-les. C'est les musulmans d'eux-mêmes qui en avaient besoin, qui sont venus les chercher et ensuite ils les ont traduits. C'est-à-dire qu'il y avait déjà, dans leur tête, une envie, a priori, de traduire ces textes parce qu'ils étaient importants pour leur civilisation et pour la construction de leur empire. Donc ils étaient enclins à la recherche scientifique, à la traduction de ces textes-là avant. Et ce qu'un autre auteur qui s'appelle Dalal explique, c'est que les musulmans, alors c'est un mot barbare, mais ils avaient des conditions épistémologiques internes à leur culture qui permettaient à la science de se développer. C'est qu'en fait, s'ils ont traduit, c'est que la culture, donc la culture qui recevait les textes à traduire, elle était prête à les recevoir, elle avait besoin d'eux. Et donc forcément, c'est qu'ils étaient prêts à ça parce qu'ils avaient fait, je dirais, ils croyaient fermement au fait qu'il fallait qu'ils traduisent ces textes pour leur civilisation, pour développer leur connaissance au niveau de l'armement, au niveau de l'astronomie pour les prières, au niveau du papier pour pouvoir tenir leur compte, etc., pour les livres et pour le Coran, etc. Donc tout ça, ils en avaient besoin avant. Et c'est qu'après qu'ils ont pris les textes et qu'ils les ont traduits, vous voyez, je dirais qu'il y a une volonté préalable et c'est ça en fait qui est important. Parce qu'il y a des civilisations qui ne traduisent pas les textes. Regardez aujourd'hui, regardez les statistiques des livres traduits. Regardez le nombre de livres traduits vers l'arabe. Je crois que c'est au même niveau que le nombre de livres traduits vers l'hongrois ou quelque chose comme ça. Là maintenant, la civilisation ne veut plus traduire. Parce que elle n'a pas cette envie préalable. Elle prend. Parce qu'elle est dans un âge de dépendance, elle prend ce qui arrive, mais elle ne produit pas. Et donc elle ne traduit pas parce qu'elle n'a pas besoin de traduire. Elle lit de l'anglais et elle reprend. Et donc c'est ça un petit peu la différence. C'est qu'à l'époque, la civilisation musulmane n'avait rien à voir avec ça. Et Al-Ma'moun, ils aiment beaucoup ce calife par rapport au fait qu'il était Mu'tazili. C'est ça qui est très important. C'est que les Mu'tazili, pour ceux qui connaissent pas cette secte islamique, bon, pour beaucoup qui ne sont pas musulmans, ils ont une approche rationnelle, entre guillemets, et ils considèrent que Dieu n'a pas d'attribut, donc Allah Azza wa Jalla n'a pas d'attribut, n'a pas de nom, en fait, il est dépouillé de toute substance, il n'est rien, en fait. Parce qu'on peut pas dire qu'il est quelque chose, parce que ça serait le rapprocher d'un humain, donc en fait, il est rien. Et donc c'est une secte un peu qui met la raison au-dessus de la révélation, elle est connue pour ça. Et les non-musulmans aiment beaucoup ça, parce que c'est le petit côté rationnel qu'il y a en islam, vous voyez. Et même il y a des islamologues contemporains qui disent qu'il faut ramener les Mu'tazili, parce que c'est eux qui ont permis la science dans le monde musulman. Vous voyez qu'ils sont dans un délire qui n'a rien à voir avec la réalité, mais vu qu'ils ont pris leur petit bout, ils ont fait leur petite théorie, maintenant c'est bon pour eux, ils ont ce qu'ils voulaient, même si ça n'a rien à voir avec la réalité, au moins ça leur permet de raconter leur petite histoire, sur avant l'islam c'était bien, avant il y avait les Mu'tazili, c'était la science, etc. Et aussi, il y avait la vision que le Coran euh, était créé, vous savez, avec toute cette controverse où l'imam Ahmad il avait été en prison, etc. Et ce qui est assez drôle, c'est que Al-Ma'moun, qui est considéré comme le plus grand, le meilleur, etc., bah, les gens ne savent pas, mais Al-Ma'moun, il empêchait tout le monde de penser différemment de lui. C'est pour ça d'ailleurs que l'imam Ahmed il avait été à l'époque emprisonné. Les Mu'tazili empêchaient les gens de penser et ils faisaient des tests pour savoir quelle aqidah tu avais, donc quel dogme tu avais. Si tu avais un dogme mauvais, soit ils te tuaient, soit ils t'emprisonnaient. Donc ces personnes
si gentil, etc., etc. Et donc cette guerre entre la raison et la religion, en réalité, hein, c'est un petit peu plus complexe. Et ce qui est drôle aussi, c'est que ce groupe, qui sont les Mu'tazili, ils ont vécu que 34 ans. Et ils se sont arrêtés par des gens plus conservateurs au niveau religieux, et le plus connu, c'est Al-Mutawakkil. Donc c'est lui qui a donné un coup d'arrêt à la da'wa des Mu'tazili, et ça a fini la lignée des califes Mu'tazili chez les Abbassides. Comment en 34 ans, ils ont pu construire de zéro, tout refaire de la science musulmane, tout traduire, tout faire, et qu'en fait, avant, il n'y avait rien, et après, parce qu'il faut savoir que, même pour les koufars, enfin pour les non-musulmans, l'âge d'or, il commence, on va dire, l'année 7. Donc pour eux, il commence au niveau de Al-Ma'moun, donc 811, si je ne m'abuse, 813, pardon, et il s'arrête vers les années 1400. Donc ça veut dire que en 34 ans, ils ont tout fait. Mais alors comment c'est possible qu'alors que on va dire les durs, les orthodoxes, les obscurantistes ont gagné à partir de 861, pardon, comment c'est possible que pendant encore 600 ans, la science s'est développée dans le monde musulman, alors que c'était les orthodoxes, les méchants pas beaux qui étaient au pouvoir? Vous voyez, c'est pas logique. Si les orthodoxes sont revenus et qu'ils n'aiment pas la science, ils auraient tout empêché, mais ils l'ont pas fait. Donc ça veut dire que la raison, c'est pas forcément toute cette histoire de rationalité contre religion, c'est un petit peu plus complexe que ça, et c'est vraiment appliquer l'histoire du christianisme directement sur l'histoire de l'islam et trouver des petits points d'accord pour construire une théorie, de dire voilà la vérité, alors qu'en vrai, bon, on est très très loin de la vérité. Ce que Saliba explique, c'est que la vraie personne qui a démarré la recherche scientifique et les traductions dans le monde musulman, c'est quelqu'un qui s'appelle, alors c'est le second, non, le troisième calife omeyyade, qui s'appelle Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah, qui est mort en 704, qui a régné à peu près 10 ans. Il avait besoin de traduire, alors on ne sait pas forcément pourquoi, mais il a eu besoin de traduire des textes grecs d'alchimie en arabe. Et donc, il y a une image que vous voyez à l'écran, où il rencontre en fait, je crois, un alchimiste grec. Bon, c'est une image reconstruite, on ne sait pas vraiment s'il l'a rencontré, mais et il lui a demandé donc il a traduit ces textes-là depuis le grec vers l'arabe. Il avait commandé ces traductions-là. Et il y a une connexion entre ça et ce qui est plus connu, c'est les traductions qui ont été demandées par Abdelmalek ibn Marwan des diwan. Alors les diwan, en fait, c'est comme la comptabilité de l'empire, on va dire un petit peu les carnets dans lesquels tout ce qui se passe dans l'empire est écrit. Et la traduction de ces diwan qui étaient écrits auparavant dans les langues des territoires conquis, c'est-à-dire en perse, en grec, ou en sanskrit ou en indien, je sais pas la langue qui parle à l'époque, donc dans d'autres langues que l'arabe, et donc il demandait les traductions de cela en arabe. Et donc en fait il avait besoin de les arabiser pour qu'ils soient compris de la part des gens qui travaillaient avec lui, donc lui le calife, et pour que ce soit plus facile d'envoyer des informations d'un point A à un point B, parce qu'évidemment les notables, dans la plupart des villes dirigées par l'Empire musulman, parlent arabe, et donc avoir une langue commune permettait d'avoir une bureaucratie plus fluide, et que les informations aillent de manière, je dirais, plus homogène dans différentes contrées. Et derrière la traduction des œuvres de l'alchimie, parce que vous savez que l'alchimie, à la base, c'était pas tout le délire qu'on a aujourd'hui avec transformer l'or en plomb ou toutes ces choses-là. À la base, c'était la science de l'alliage des métaux. Et donc, on peut se dire que la traduction de Khalid était basée sur le fait qu'il avait besoin de savoir comment faire ses propres pièces, parce qu'il dépendait des pièces byzantines et des pièces de l'Empire perse, et pour faire sa propre monnaie, il lui fallait comprendre comment faire une monnaie, et comment battre monnaie. Et donc le moyen qu'il avait trouvé, c'est de traduire les textes directement pour s'approprier cette discipline, et pouvoir lui-même traduire, pouvoir lui-même créer ses pièces, et en quelque sorte être indépendant des monnaies, des empires qu'il était en train de conquérir de toute manière. Et ce qui est étonnant, c'est que les diwan, pour pouvoir écrire ces contes, je dirais cet enregistrement de ce qui se passe dans l'Empire, il fallait connaître les mathématiques,
mais aussi l'astronomie pour savoir à quel moment il fallait collecter les impôts, la géométrie pour savoir comment étaient construits différents territoires au niveau de la hauteur, etc., du niveau de la mer, connaître les sciences des poids et mesures pour savoir combien coûte telle chose, le prix au kilo, etc. Et donc en fait, tout ce qui avait un rapport avec ces domaines-là, il fallait traduire tous ces textes pour connaître ces sciences. Et donc en fait, sans le savoir, pour des raisons purement pragmatiques, la science s'est développée dans le monde musulman et les traductions se sont faites. Mais c'est pas du tout... Vous voyez, c'est construit sur quelque chose de tout à fait pragmatique. C'est pour que l'empire marche bien, il fallait qu'on se développe au niveau scientifique. Et donc derrière, la science a été recherchée, elle a été traduite et elle a été apprise. Et ça va ensuite faciliter les ibadah, parce que c'est plus pratique et plus facile de pratiquer sa religion lorsqu'on a différentes facilités données par des avancées scientifiques de l'Empire. Pareil, c'est plus facile pour les heures des prières, pour le Ramadan, pour connaître quand sont le Eid, etc. Et c'est plus facile ensuite d'organiser, d'administrer la communauté musulmane une fois qu'on a développé tous ces outils, mais à partir de visées et d'objectifs pragmatiques. C'était pas du tout, dès le bas, j'aime la science. C'était, j'ai besoin de la science. Et en ayant besoin de la science, je l'ai développée dans mon empire. C'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que ça a marché historiquement dans la civilisation musulmane. Alors, on va voir maintenant deux exemples de la pratique islamique, on va dire, de la science et de la méthode scientifique. Alors, à travers deux savants qui ont apporté beaucoup et qui avaient des approches assez différentes. Il faut savoir que l'islam, on va dire quelque chose qui est commun à ces deux théories et ces deux visions de la science, c'est que l'islam représente les valeurs et la science est seulement un outil. Et vous connaissez tous les hadiths et même c'est quelque chose qui est très important dans la civilisation islamique, c'est que il y a un concept qu'on appelle le concept de ilm nafi'a, donc la science utile. Et l'utilité de ce qu'on apprend, elle est primordiale dans la civilisation islamique et dans la vision que les musulmans ont de l'apprentissage, du domaine. La science, c'est pas une fin en soi. On l'étudie pas parce que c'est beau, c'est bien. On l'étudie parce que c'est un instrument qui nous permet d'atteindre un objectif supérieur. Et donc il y a deux optiques, durant la période médiévale, il y a deux optiques que les musulmans, les scientifiques musulmans ont adoptées. Donc la première, c'est essayer de comprendre une science, donc par exemple l'astronomie, pour des raisons et pour des objectifs religieux. Exemple, pour le temps des prières, regarder comment les astres se déplacent, pour comprendre, etc. La deuxième, c'est essayer de faire de la science, donc en question, l'astronomie, un domaine aussi neutre et vide, métaphysiquement parlant, possible. C'est-à-dire, en fait, de faire qu'il n'y a aucune aqidah, donc aucun dogme qui soit musulman ou pas, surtout des dogmes non musulmans, pour permettre à cette science de ne jamais rentrer en contradiction avec le dogme islamique. Alors la première vision, vous la voyez à l'écran, avec ce savant, qui s'appelle Ala ad-Din Ali ibn Ibrahim ibn Shatr. Et donc c'était ce qu'ils appellent en arabe, donc on est au XIVe siècle, à la fin du XIVe siècle. Donc c'est la première vision qui est pour des raisons religieuses. Il était un muwaqit, donc c'est quelqu'un qui s'occupe du temps des prières, de la grande mosquée de Damas. Et donc il fallait que tout le monde sache le bon temps pour les prières obligatoires, et c'était son seul objectif. Et il avait beaucoup de temps libre, parce que forcément il avait quelque chose qui était relativement circonscrit dans le temps, il avait beaucoup de temps pour faire autre chose. Et donc il a réussi à développer un modèle, donc sur son temps libre, pour comprendre comment les planètes supérieures se déplaçaient. Et en fait, il y a différents travaux qui ont été faits, qui ont expliqué, et donc Saliba en parle aussi, que Copernic, pour son modèle de l'héliocentrisme, donc du Soleil au centre de l'univers, il a énormément pris et copié de cet astronome qui s'appelle Ibrahim ibn Shatr. Mais vous comprenez bien que ce savant-là, il l'a fait pour des objectifs purement pragmatiques, juste pour que les gens puissent comprendre mieux et plus facilement, et pour lui-même, pour qu'il fasse le mieux possible son métier, qu'il sache mieux quand arrive telle prière, quand finit le temps de telle prière, etc. Donc ça, c'est la première optique. La seconde optique, c'est une optique plus passive, et donc c'est de vider tous ces domaines de présupposés idéologiques qui contrediraient
le dogme islamique. Alors ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit oui, mais on recherche pas dans tout, ça veut dire qu'il y a des domaines qu'on peut pas chercher, et donc en fait on évite de la contradiction. En fait, pas du tout. La science, on l'a déjà vu tout à l'heure, elle est construite sur une culture, donc il n'y a rien de neutre. Donc nous, en tant que musulmans, on construit une science qui est en accord avec nos valeurs, comme les non-musulmans construisent une science qui est en accord avec leurs valeurs. Est-ce que vous avez déjà vu un scientifique dire, enfin un scientifique athée classique dire, bon, moi je suis athée, mais quand je regarde la science, clairement elle me montre qu'un Dieu existe. Non, c'est des théistes qui disent ça, c'est des musulmans, des chrétiens qui disent ça. Lui, il a des présupposés idéologiques et une culture qui fait qu'il ne pourra jamais dire ça. La culture scientifique commune à la plupart de ces personnes-là, c'est l'athéisme et c'est le naturalisme. Donc ces personnes-là ne vont jamais dire ça. Mais à l'époque médiévale, les musulmans avaient leurs valeurs et leurs valeurs étaient mises devant et donc ils faisaient la science suivant leurs valeurs. Et pour cause, Saliba explique aussi que l'astronomie a été vidée par les musulmans de tout l'aspect astrologique, c'est-à-dire que dire le futur, dire le comportement des gens par rapport aux astres, par rapport, etc. Tout ça, ça a été détruit par les musulmans parce que c'était une sorte de religion subliminale, de religion sous-jacente. Et donc, pour avoir une pratique astronomique qui était dirigée directement vers la, la compréhension de l'orbite des axes et de l'orbite et des différents corps célestes, etc., et qui n'étaient pas dans des délires philosophiques de voilà, tel astre il explique, voilà, telle constellation, ça veut dire que vous êtes comme ci ou comme ça, et ben ils ont vidé tout ça et ont gardé l'aspect instrumental, l'aspect utilitaire de l'astronomie pour les objectifs des musulmans. Donc pour cette approche plus passive, on va voir un autre astronome qui s'appelle Ala ad-Din Ali ibn Muhammad al-Qujji, qui donc un siècle plus tard, et qui a grandi donc à la cour de Samarkand, qui est un des grands centres scientifiques de l'époque, du monde à l'époque, et ensuite plus tard il enseignera l'astronomie et les mathématiques à la mosquée Sainte-Sophie ou Hagia Sophia comme on le dit, à Istanbul. Et durant cette époque, il y a eu beaucoup de critiques de l'astronomie pour ses présupposés idéologiques. Et donc Al-Qujji défend sa science et essaye d'apaiser les critiques et les reproches que peuvent lui faire des théologiens de son époque et des savants. Il explique que l'astronomie n'a pas besoin de la philosophie parce qu'il suffit simplement de la géométrie, de suppositions, d'un jugement et d'hypothèses provisoires. Et il n'a pas besoin de tous ces présupposés idéologiques qui viennent de l'astronomie, etc., pour faire une pratique islamique de l'astronomie. Il suffit de vider tout ça, et cette vision qu'il a eue, le fait qu'il ait vidé tous les principes qui venaient par exemple d'Aristote, parce qu'Aristote, dans sa manière de voir la physique, il mélangeait beaucoup avec des choses très philosophiques, très spirituelles, bah, Al-Qujji, en défendant l'astronomie, en même temps, il expliquait qu'il l'avait vidé et qu'il avait laissé que ce qui était rationnel, entre guillemets, et qui ne contredisait pas le dogme islamique. Et bah, en faisant ça, il a pu laisser libre cours au développement de d'autres théories, parce qu'il avait vidé tous ses délires, et donc il avait gardé ce qui était purement mathématique, si on veut. Et donc c'est lui qui a développé une thèse sur la rotation de la Terre. Et je crois qu'il était pas loin de trouver... euh, en tout cas, il a fait une grosse différence avec la vision d'Aristote, qui disait que la Terre était stationnaire, c'est-à-dire que la Terre ne bougeait pas, ne tournait pas. Et donc il a développé énormément de calculs et de méthodes pour expliquer que la Terre pouvait tourner et que c'était tout à fait possible et envisageable mathématiquement parlant. Et pareil, le paradigme de Copernic a été aussi copié et revu donc par Copernic de Ibn Shadr, mais aussi de Al-Qujji. C'est deux astronomes sur lesquels Copernic s'est beaucoup appuyé. Il y a beaucoup d'ouvrages et surtout des articles universitaires récemment qui ont été écrits expliquant un peu cette filiation. Donc, ces deux manières de voir la science, elles sont tout à fait complémentaires. Il n'y en a pas une qui critique l'autre, les deux sont valides et les deux ont été énormément pratiqués durant l'époque médiévale et durant l'essor et l'âge d'or de la civilisation islamique. Alors ce qu'on va voir maintenant pour finir, c'est 10 concepts qui ont été mis par Ziauddin Sardar, dont on a parlé plus tôt, 10 concepts qui définiraient qu'est-ce que les musulmans qui font de la science doivent avoir en tête en permanence.
et donc qui s'approcherait plutôt d'une pratique selon le second type. Vous voyez, une pratique passive où en fait je fais la science pour la science, mais je la vide. On va dire, je la fais parce que c'est utile de comprendre des choses, etc. et de rechercher sur différents domaines, mais je la fais surtout en la vidant de tous les présupposés idéologiques et de tout ce qui est mystique spirituel et qui contredirait l'islam et qui est un peu voilà du charlatanisme dans ces différentes disciplines. Donc, les 10 concepts, les voici. Le premier concept, c'est l'unicité, at-tawhid. Alors, c'est une unicité envers Dieu, donc Dieu est unique, il n'a pas d'associé, mais c'est aussi une unicité dans d'autres aspects de la réalité. Par exemple, le fait que la race humaine est unique, et donc pas de xénophobie, de racisme, etc. Et aussi, c'est une unicité dans le sens où il y a une connexion entre le savoir et les valeurs. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des choses au sens intellectuel du terme sans avoir des valeurs derrière qui vont, en fait, une morale qui va déterminer ce qui est autorisé ou pas. Le second concept, c'est le khilafa. Alors, la vice-gérance, quelque chose comme ça, c'est-à-dire que l'on représente en quelque chose Dieu sur terre et que on est pour la création euh, des sortes de lieutenants des autres. En fait, les humains, on est des lieutenants de la création sur terre et donc on a une importance capitale et donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut faire attention à la planète, aux animaux, aux autres êtres humains. Il y a qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cette science et de ces technologies, éviter, voilà, vous comprenez, hein, la bombe atomique, etc., d'avoir des utilisations dangereuses et destructrices de dons qu'Allah nous a donnés, sans même qu'on les mérite. Le troisième concept, c'est le concept de ibada, donc le concept d'adoration. On est sur terre pour adorer Allah Azzawajal, comme vous connaissez par rapport au verset qui est bien connu, et préserver, aider la planète, aider les humains, aider aussi les choses en les préservant avec l'écologie, etc. Tout ça, ce sont des adorations en elles-mêmes, parce qu'on protège la création d'Allah sur terre. Et donc il y a un côté très éthique, il y a un côté à avoir euh, beaucoup d'éthique lorsqu'on pratique la biologie, la chimie, la physique, l'ingénierie, la médecine, etc. Et donc le musulman, lorsqu'il pratique ces choses-là qui sont importantes et qui sont, je dirais, recommandées au sens de l'obligation communautaire, il faut toujours garder en tête cette éthique qui vient du fait que tout ce qu'on fait, c'est une adoration. Et le quatrième concept, ces 4 grands concepts sont des concepts fondateurs et c'est des concepts qui sont des piliers en eux-mêmes. Et que ensuite, donc ces 4 valeurs-là, elles se suffisent d'elles-mêmes, mais vous en avez 6 autres qui sont en fait par paire parce qu'il y a une chose et son contraire à chaque fois. Donc vous avez la paire du halal et du haram. Alors, de permis et de l'interdit. Par exemple, les musulmans, lorsqu'ils développent des nouveaux médicaments, ne peuvent pas mettre des choses qui viennent par exemple du cochon. Par exemple, en physique, enfin excusez-moi, par exemple les médecins, lorsqu'ils vont prescrire des choses, ils doivent trouver des manières alternatives, et donc c'est encore une fois pragmatique, ils vont trouver des nouvelles manières, et donc la recherche va se développer. Et donc ça va permettre à la science de produire des nouvelles idées, et d'arrêter d'être dépendant de ce que l'on donne depuis l'Occident. Par exemple aussi, des choses qui ont des aspects divinatoires, un peu charlatans, mystico, machin, tout ça c'est aussi interdit, l'astrologie hein, par exemple, et donc les musulmans doivent développer leur science sur des choses plus réalistes et plus efficaces, et éviter des choses trop abstraites dans le sens où ça se rapproche de trucs spirituels contraires à l'islam. Vous savez, ces religions New Age qui sont basées sur la science, etc., tout ça, c'est totalement contraire à l'islam. D'ailleurs, le développement personnel, en grande partie, un petite parenthèse, mais le développement personnel en grande partie, c'est lié à ça, hein, le PNL, etc. C'est beaucoup de New Age, c'est beaucoup de trucs qui n'ont rien à voir avec la science, qui sont basés sur les spiritualités bouddhistes, zen de l'extrême-orient, et ces choses-là, c'est beaucoup de choses qui contredisent la aqidah du musulman, et donc il faut faire vraiment attention à dire, voilà, développement personnel, c'est la science, c'est la psychologie, c'est beaucoup de blabla et beaucoup de charlatanisme, donc il faut faire attention. Et basé vraiment sur de l'expérimentation et des applications pratiques des choses.
Le couple suivant, c'est al-adl wa al-dhulm. Donc al-adl, c'est la justice, et al-dhulm, c'est la tyrannie. Et donc, la base du musulman, c'est que tout ce qu'il pratique au niveau scientifique, c'est pour la justice. Donc éviter, par exemple, de développer des choses qui pourraient répandre l'injustice dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que la pratique scientifique du musulman, elle doit toujours avoir ça en tête, et pas faire la science pour la science juste comme ça. Toujours avoir cet objectif de, je dois en finalité permettre aux musulmans de vivre, et aux non-musulmans de vivre dans une terre plus juste, et avec une tyrannie et une domination des puissants et des riches qui soit la plus faible possible. Et donc, si je fais une science qui ne me profite qu'à moi, mais qui fait des problèmes aux autres, c'est bien évident que c'est problématique. Si j'ai des ordinateurs super bien, qui marchent bien, qui me permettent de faire cet audio, qui me permettent de faire plein de choses, mais qui pour cela doit faire travailler des enfants, d'ailleurs souvent musulmans, bangladais de 10 ans, de 11 ans, pendant 15 heures par jour, tous les jours, vous voyez bien qu'il y a une injustice qui se crée parce que nous, on a pu avoir une certaine science et des certaines technologies. Donc, il faut faire attention à ça. Le dernier, c'est al-istilah, donc le maslaha, et l'israf, ou tabdhir, donc qu'il faut en fait mettre en avant un objectif de l'intérêt général, de quelque chose d'humanitaire, d'avoir une éthique qui protège l'environnement, etc. Et qu'il faut éviter des excès ou des choses qui iraient trop loin et donc qui créeraient en fait des problèmes. Vous savez, l'agriculture productiviste, l'utiliser trop d'énergie polluante comme le pétrole, le charbon, etc. Donc ces choses-là qui sont dangereuses pour les gens, malgré le fait qu'elles ont des bénéfices pour nous, elles ont aussi beaucoup de problèmes et donc il faut éviter les problèmes pour garder simplement les solutions. Et donc, bon, c'est une liste de base qui est assez intéressante. Et c'est vrai que avec ce genre d'idée, lorsque un musulman pratiquera la science, il sera beaucoup plus, je dirais, éclairé. Et en fait, les musulmans, lors de l'âge d'or, pratiquaient la science avec ces idées en tête. C'est simplement qu'on les a nommées, mais elles existaient déjà. Donc voilà à peu près pour la première partie, en espérant que ça vous soit bénéfique. Alors la deuxième partie arrivera dans une semaine sûrement. Elle sera spécifiquement sur Al-Razali. On parlera encore un petit peu au début de l'aspect instrumentaliste, etc. pour expliquer. Et si jamais vous avez des questions, posez-les soit sur la page Smarter, soit en commentaire. Comme ça, j'y répondrai lors de la seconde vidéo, hein, si vous avez des questions sur cet audio et sur cette explication et ce résumé. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.